Bienvenue à tous dans cette vidéo intitulée Informatiser sa maquette. On va afficher Jojo. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous. Une petite vidéo particulière sur le thème de comment informatiser sa maquette. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos sur Train Controller, sur le digital, sur le log programmeur. Mais avant d'utiliser Train Controller, il y a une base de réflexion, il y a des choses à mettre en place avant d'arriver à l'utilisation de Train Controller. Ce que je vous propose ici, c'est la réflexion que j'ai faite pour informatiser la maquette du Rail Club Ergoel il y a environ 5-6 ans. Donc les informations qui sont là-dedans, je les ai laissées plus ou moins telles quelles, donc c'est clair, il y aura des informations, je vais parler aussi un petit peu de prix, qui sont plus à jour. Il y a peut-être des informations aussi qui sont un peu erronées ou qui sont simplistes, mais c'est l'idée qu'on a dans un premier temps, avant de commencer avec un logiciel de gestion pour sa maquette. C'est clair, on a des idées qui ne sont pas forcément abouties. Donc ce que je vous propose ici, c'est cette réflexion pour la maquette du Rail Club Ergoel ainsi qu'une maquette personnelle. Pour lancer un petit peu le sujet, donc le Rail Club Ergoel avait une maquette en 3 rails avec une centrale digitale IntelliBox 2 et un système de blocs avec des relais et des modules de freinage Wiesmann. Donc le système fonctionnait très très bien. Les trains se suivaient et freinaient avec la totalité de l'intelligence au niveau des distances de freinage, au niveau des décodeurs. Le problème est venu qu'on a voulu un peu mettre de la signalisation. Et là, c'est vrai que faire de la signalisation en filaire avec des relais, ça commence à devenir gentiment compliqué. Et ensuite, on avait toujours eu le souhait de pouvoir faire de la gestion de train au niveau de longs trains marchandises qui passent à travers les gares, de trains omnibus plus courts qui s'arrêtent en milieu de quai, etc., etc. C'est pour ça qu'on a amené cette réflexion afin de digitaliser la maquette. Et comme je l'ai dit déjà au début de la vidéo, ce n'est pas la solution, c'est une réflexion, c'est ma réflexion. Ça peut peut-être aider certaines personnes dans l'avancement d'une informatisation, mais c'est en tout cas pas une règle qu'on doit suivre forcément. Donc, au niveau de la présentation, je vais faire une brève introduction, principalement sur, entre guillemets, le cahier des charges qu'on s'est fixé, les principes de base d'une informatisation de maquette. Je vais parler de Train Controller, donc avec vraiment des informations basiques. Je vais parler un petit peu du choix du matériel, donc les modules digitaux qu'on a besoin pour automatiser tout ça. Les principes électriques qu'on a mis en place et la conclusion. Donc au niveau de l'introduction, nous ce qu'on voulait, c'était déjà d'avoir une automatisation, donc qu'on puisse rouler en automatique avec une sécurité, une surveillance des trains, avec tout ce qui va venir avec, justement de pouvoir traiter les rames marchandises, voyageurs différemment, etc., etc. La signalisation qui était un grand point, qui était compliqué au niveau filaire, donc de pouvoir faire de la signalisation plus réaliste. D'avoir un système de multicommande, on a une gare cachée où on aimerait bien avoir quelqu'un qui surveille les trains, donc qui puisse aussi voir ce qui se passe sur la maquette, quel train arrive, quel train doit partir, et de pouvoir visualiser ce qui se passe sur la maquette en temps réel. De la flexibilité et future amélioration, donc de pouvoir toujours amener de nouvelles choses, de pouvoir monter des petites animations, des animations qui bougent, un photographe, un passage à niveau qui descend, qui monte, qui clignote, enfin, voir un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le futur.
Et la base, c'était de pouvoir s'affranchir des types de décodeurs. Alors, on a vu avec l'expérience que ce n'était pas totalement le cas. Mais le système qu'on a mis en place pour le freinage était très tributaire du type de décodeur. Donc, certains décodeurs ne détectaient pas bien. Certains décodeurs arrivaient dans les zones de freinage. Ils repartaient en arrière à fond la caisse. Enfin, il y avait pas mal de petites choses à faire attention. Et c'est vrai que dans les premières recherches d'informations, Train Controller permet un petit peu de s'affranchir des types de décodeurs pour faire des freinages qui soient constants. Donc, la première réflexion, c'était comment on peut automatiser la maquette. Donc, on a ce qu'on avait, donc un système de relais, qu'on a bien vu que ça a ses limites. Il y a la possibilité de faire de l'automation avec l'IntelliBox directement, avec la centrale. Donc, on peut faire beaucoup de choses, mais entre guillemets, la centrale est bête. Elle ne peut pas choisir ce qu'elle veut faire. Elle ne peut pas faire de l'aléatoire. Et c'est relativement compliqué de faire ça à l'intérieur. Et de plus, ça va ralentir relativement beaucoup la CPU de la centrale. Donc, plus il y a d'informations qui transitent par la centrale, plus elle devient lente. Il y avait la possibilité de mettre un automate programmable industriel. C'est toujours le cas. Alors, c'est plus ou moins onéreux. Après, c'est clair qu'il faut une connaissance au niveau professionnel pour faire ceci et le maintenir. C'est peut-être plus compliqué de le maintenir dans un club lorsqu'il n'y a qu'une personne peut-être qui peut programmer cet automate. Il n'y a pas forcément une documentation qui est faite propre. Enfin, c'est peut-être pas la solution. Et ensuite, la quatrième, c'est d'avoir un logiciel dédié à la gestion de maquettes. Ce qu'on a bien sûr choisi. Dans cette réflexion de logiciel, c'est clair, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qu'on a retenus, qu'on a plus ou moins essayé. Le premier, c'était Rockrail. Donc, Rockrail qui a une partie de la documentation en français, une partie pas. Au niveau des points positifs, c'est moyennement facile à utiliser parce qu'on doit avoir un peu des connaissances en informatique, on doit démarrer un serveur, un client, pas tout à fait évident. Les fonctions de base pour la gestion d'une maquette sont OK et c'est open source. Qui dit open source dit gratuit. Après, c'est clair qu'au niveau des points négatifs, il évolue en fonction des dons. Donc, s'il y a des choses qui nous intéressent et qu'il n'y a pas de dons, on n'a pas de nouvelles fonctions. On peut éventuellement participer aussi au développement vu que c'est open source. Je ne connais pas de club qui utilise ce logiciel. Et puis, clairement, comme c'est gratuit, il n'y a pas de licence. Donc, voilà, c'était les premiers essais qu'on a fait. Ensuite, on a un petit peu tâtonné avec iTrain. Donc, il y a aussi une doc en français, un forum qui est plus ou moins actif, facile à utiliser. Tout ce qui est fonction de base, c'est OK aussi pour moi. Fonction complexe limitée, maintenant en ayant plus mis les doigts dans Train Controller, j'imagine que c'est pas autant avancé, mais je m'avance un petit peu sur ce point. Je ne connaissais à l'époque pas de club qui l'utilisait. Maintenant, j'en connais quelques-uns. Ça marche très bien. On a une version démo qui est limitée à un nombre de locomotives. Et pour la version Pro, c'est à peu près 200 €. Donc, il y a 5-6 ans. Et ensuite, Train Controller, où là, on a le soft qui est en français, une doc traduite en français. Donc, ça par une personne privée. On a des forums qui sont très bien suivis, autant au niveau allemand-français sur le site de Freiwald que le forum Train Controller français. Les fonctionnalités sont très avancées, sont hyper flexibles. On peut faire beaucoup de choses. On a un simulateur, on peut faire des tableaux horaires. Et dans les fonctions de base, c'est relativement facile à utiliser. Dans les points négatifs, c'est justement ça. Peut-être qu'il y a trop de fonctionnalités, on peut faire trop de choses dans tous les coins et ne plus s'y retrouver.
Et à l'époque, on parlait d'arrêter les trains à un feu vert, comme ça se passe en réalité. Le bloc est libre, mais le train doit s'arrêter en gare. Ce qui n'est pas possible. Maintenant, avec le recul, je pense qu'il y a des possibilités de le faire. Mais voilà, il fallait trouver des points négatifs. Beaucoup de clubs l'utilisent, justement des clubs aussi dans notre région, sur lesquels on a pu s'appuyer. On a une démo, donc une version démo qui est ouverte et limitée à 30 jours d'utilisation, avec un temps de connexion de 15 minutes. Donc c'est assez fabuleux, on peut vraiment essayer beaucoup de choses sans devoir payer la licence. Par contre, la licence était dans les alentours de 500 €. Maintenant c'est plus au niveau de la version 9, c'est clair. Donc c'est Train Controller qu'on a bien sûr choisi. Au niveau du principe de base, pour automatiser une maquette, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr un PC. Un PC avec le logiciel Train Controller. Au niveau du PC, il faut quand même quelque chose qui tourne pas mal. Si on met un peu de la logique et au niveau de la visualisation, ça peut laguer au niveau de l'affichage. Donc il faut quand même un PC qui tourne. Ensuite, nous avons choisi, on le verra par la suite encore dans les modules digitaux, mais tout ce qui est ici, les rétrosignalisations, donc les détections de trains sur les voies, qui reviennent directement au PC. À ce stade ici, on a deux façons de faire. Soit on a un système qui est directement lié au PC, et c'est uniquement le PC qui pourra lire la présence des trains sur la maquette, ou un système qui est lié à la centrale digitale et les rétrosignalisations, donc les informations vont passer au travers de la centrale pour ensuite arriver au PC. Ici, si on a une maquette conséquente avec beaucoup de rétrosignalisation, c'est quand même relativement conseillé de choisir cette solution qui est directement reliée au PC pour un petit peu laisser la CPU de la centrale digitale tranquille et qu'elle n'ait pas encore à devoir faire passer des informations entre les voies et le PC. Donc ici on a une interface qui permet de passer d'USB au protocole S88 et ensuite on peut venir ici chaîner plusieurs modules de rétrosignalisation. Après il y en a différentes sortes. Typiquement ici on a 16 entrées, on en a des 8, on a des détections de courant, on a des pans de masse, enfin il y a plusieurs possibilités et on les chaîne simplement l'une derrière l'autre. Ensuite bien sûr une centrale digitale, donc dans notre cas on l'avait déjà, on est en 3 rails donc on a le problème du Märklin, du Motorola, donc on a bien sûr besoin d'une centrale multiprotocole et même avec ça on est parfois ennuyé. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est un booster. Donc un booster qui est lié à la centrale digitale et qui va alimenter uniquement le courant de traction. Donc il va gérer uniquement les trains. Et à côté, donc l'alimentation digitale, la sortie digitale de la centrale elle-même, elle sera utilisée comme bus de commande. Donc c'est ce qui va piloter tous les décodeurs d'accessoires. Décodeurs Harley, décodeurs de feu, les décodeurs pour changer les aiguillages, etc. etc. Donc ça c'est aussi un conseil, c'est de séparer les deux, d'avoir vraiment quelque chose qui est dédié uniquement à la voie, donc le courant digital de traction, et quelque chose qui est dédié à la commande, donc le courant digital de commande accessoire. Et dans ce cas ici on a l'IntelliBox. Pour ma part sur une maquette personnelle j'ai une ECOS. On a choisi des décodeurs de signaux plus décodeurs et d'avoir les deux mélangés, il y a des choses qui se passent mal et ça fonctionne pas bien. Donc séparer les choses c'est toujours mieux. Au niveau de Train Controller, fonctionnement de base, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos sur ma chaîne. En fait, qu'est-ce que c'est? Ici, on retrouve le poste de pilotage d'une locomotive. Train Controller, il va simplement en fait tourner le potentiomètre de la station digitale pour vous. Donc, en fonction des positions des trains, puis des distances d'arrêt, d'accélération, de décélération qu'on lui donne, lui va simplement calculer à quelle vitesse il doit changer l'écran avec le potentiomètre. Donc, il va uniquement varier la vitesse.
Et pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas que le décodeur prenne des initiatives au niveau des rampes d'accélération et de décélération. Donc, basiquement, quand on lit sur les forums ou qu'on discute avec les gens qui l'utilisent, il y a plus ou moins 4 CV sur lesquels on doit agir pour commencer de faire rouler des trains pilotés par train contrôleur. C'est le CV3, le CV4, accélération, décélération, le CV5 et le CV6, donc vitesse maximum, et la vitesse médiane, pour avoir une courbe qui est plus ou moins linéaire. On va voir par la suite, je ne vais pas prendre ce thème dans cette vidéo parce que l'apprentissage d'un profil de vitesse au niveau du train contrôleur, c'est un petit peu plus compliqué si on veut faire de jolies choses. Mais dans la base, eh ben, on a ceci. Au niveau des cantons, ici aussi, plusieurs théories s'affrontent. Il y a la théorie économique et la théorie de précision. Donc, quand on définit un canton d'arrêt pour un train, donc au niveau train contrôleur, c'est toujours la règle de base. Le canton le plus court doit pouvoir contenir le train le plus long. Alors après, il y a plein de choses, plein d'artifices d'un train contrôleur pour basculer d'un côté ou de l'autre de cette règle. Mais c'est comme ça que c'est défini. On peut mettre une rétrosignalisation par canton, donc d'avoir un détecteur, un capteur sur un canton pour détecter la présence du train, ou en mettre 3. D'où la pratique de l'économie ou pas, parce que les rétrosignalisations sont malheureusement assez onéreuses. Pour un club, on a décidé de mettre 3 rétrosignalisations. On le voit ici, 1, 2, 3. Donc on a le train qui arrive dans ce sens, il passe la première, le train est détecté sur le canton. Quand il va arriver sur la deuxième rétrosignalisation, il va faire 150 cm pour décélérer. Et ensuite, le marqueur d'arrêt, donc le petit drapeau rouge ici, est placé au début de la troisième rétrosignalisation. Quand on arrive sur la troisième rétrosignalisation, il s'arrête. Et la même chose en sens inverse. Et on a choisi ça parce que si on utilise une seule rétrosignalisation, vous le verrez après, je vais l'expliquer rapidement, on est obligé de faire de la calibration de locomotive, donc du profil de vitesse. Et si on a 3 rétrosignalisations, on peut se permettre d'avoir des choses au niveau vitesse qui sont un petit peu moins propres. Et vu la connaissance des logiciels dans les clubs, le soin à faire les choses, la différence de matériel de décodeur, eh ben, ça peut peut-être aider à un fonctionnement optimal. Pour ma maquette personnelle, personnellement, j'ai uniquement une rétrosignalisation. Donc ici, c'est juste une image de comment on configure un canton. On peut très bien aussi définir qu'à partir de la deuxième rétrosignalisation, le train va faire 1000 cm à la même vitesse et qu'après ces 1000 cm, il a 200 cm pour décélérer et enfin arriver sur la troisième rétrosignalisation qui va faire office d'arrêt. J'ai parlé de profil de vitesse, donc il y a possibilité de faire un profil de vitesse simplifié, par exemple en mettant un wagon qui mesure la vitesse du train à l'échelle. Vous roulez avec votre locomotive, vous définissez à la main en tournant le potentiomètre de la centrale digitale la vitesse minimum à laquelle il doit rouler, sans à-coups et sans s'arrêter. On fait appliquer valeur, ensuite on roule à 40 km/h, appliquer valeur, 120 km/h, appliquer valeur. Et on a déjà ici un profil de vitesse simplifié qu'on peut utiliser pour faire rouler nos locomotives et faire des arrêts sur nos cantons. Par contre, si on veut quelque chose de propre, on doit aller dans le profil avancé. Et si on a une rétrosignalisation, c'est presque obligé. Donc ici, on a une fenêtre de configuration. Le but en résumé, c'est quoi? C'est de tirer une courbe de vitesse en marche avant, en marche arrière, avec 14 crans de vitesse. Donc ici, on a différents modes qui permettront, pardon, j'ai été trop vite, qui permettront de faire divers types de mesures.
Le plus connu, c'est de faire des allers-retours n fois sur une voie de calibration qui comprend 3 rétrosignalisations. Une où on va mettre la locomotive, on va démarrer la calibration, elle va démarrer au cran de vitesse 1, traverser le centre qui est mesuré et renseigné à train contrôleur. Typiquement ici, on aura une distance d'1 mètre, donc une longueur d'1 mètre. Donc le logiciel connaît la distance, connaît le temps de la locomotive où elle est entrée dans la rétrosignalisation au centre, et quand elle est arrivée sur la partie arrêt, donc il a le temps, il peut en déduire la vitesse et tirer la courbe. Donc on fait un aller-retour, on marche avant, ensuite on monte d'un cran de vitesse, un aller-retour, et ensuite ça va nous donner ici une courbe de vitesse. Et avec ceci, on peut arriver à des choses assez précises. Il y a encore quelques étapes à faire pour que ça soit correct et que ça fonctionne bien. Et après, c'est là que vient un petit peu la sensibilisation aux paramètres spéciaux des décodeurs. Ici, je vous ai mis simplement un petit TCO, donc une vue de ce que Train Controller propose. Donc ceci, c'est simplement le TCO que j'utilise dans mes petites vidéos Train Controller. Donc on voit en permanence ici nos cantons, notre maquette, la position de nos aiguillages, où est le train. On peut y mettre des boutons d'animation, des boutons pour démarrer les trains, enfin il y a plein de choses. C'est juste pour avoir une petite vue d'ensemble. Ensuite, j'avais évoqué à l'époque quelques possibilités un petit peu tirées par les cheveux, mais c'était juste pour voir jusqu'où on peut aller avec le logiciel. Donc on peut avoir des gestions de charbon, de mazout, d'eau, de puissance machine. Tous ces éléments vont intervenir au niveau de la dynamique du train. Donc si on a des machines plus ou moins puissantes, on pourra jouer aussi sur le poids des trains, sur la puissance des machines pour avoir un comportement plus ou moins souple ou plus ou moins agressif, dynamique. La gestion du charbon nous permettra par exemple de rouler avec une consommation de charbon et d'eau, et quand la locomotive à vapeur a utilisé tout son stock, elle s'arrête au milieu du réseau. Donc il faut aller remplir à la rotonde avant. On peut aller jusqu'à avoir un suivi des entretiens du véhicule, donc de définir à partir de combien de kilomètres à l'échelle 87e ou à l'échelle X, à quel moment on doit huiler, graisser, nettoyer. Et si un élément dans une rame arrive à son nombre de kilomètres, on peut automatiquement aller mettre notre train sur une voie de garage qui nous permettra de faire l'entretien. On a une horloge qui est mise à l'échelle, donc on peut aussi gérer 5 minutes au niveau train contrôleur, qu'est-ce que ça représente en réalité, si on est échelle 1 état 1 ou accéléré. On peut paramétrer un tableau horaire, rouler à l'horaire, avec un horaire différent les jours fériés ou les week-ends ou je ne sais quoi. On a une programmation logique qui a énormément de possibilités, surtout avec la version Gold. On peut créer des groupes de locomotives et de wagons, donc marchandises ou voyageurs, pour pouvoir calculer automatiquement des longueurs, pour pouvoir choisir sur quelle voie on veut passer, sur quelle voie on veut interdire de passer. C'est assez intéressant. La possibilité de coupler, découpler des rames automatiquement, de pouvoir mettre une locomotive devant en unité multiple ou pas. Donc ça, c'est plus ou moins des fonctions Gold. D'ailleurs, ce qu'on a ici, c'est peut-être que de la version Gold, je ne suis pas sûr. Et bien plus encore. Mais c'était juste un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec le logiciel. Et là, on ne parle pas de fonctions basiques, donc de pouvoir faire rouler des trains d'un canton ou d'une gare à un autre qui sont de toute façon gérés par le logiciel. J'avais évoqué également les options. Donc on a une option train programmeur, donc ça marche bien au niveau DCC. Après, ça ne va pas dans le détail au niveau des fonctions spécifiques des fournisseurs de décodeurs. Donc on peut très bien ici, depuis Train Controller, accéder aux paramètres d'un décodeur sans devoir aller au travers de la station manuelle. Et quand on fait des profils de vitesse, c'est quelque chose qui est très très pratique. Smart End, c'est un élément qui permet d'accéder à Train Controller par web browser et de pouvoir visualiser et piloter le TCO depuis un autre endroit, depuis un autre PC ou simplement un attel.
4D Sound, j'ai pas été trop dans le détail, c'est quelque chose qui permet de mettre 4 haut-parleurs aux 4 coins de la maquette et de pouvoir gérer des sons d'animation. PlusNet, c'est ce qui permet de mettre en réseau plusieurs PC avec des licences Trend Controller et faire la même chose que SmartHand. J'ai étudié la possibilité d'utiliser ça, mais Freval m'a directement orienté sur SmartHand, me disant que c'était beaucoup mieux et moins cher. Street, petite option sympa qui nous permet de dessiner des routes. Je pense notamment à l'automatisation de Carfaler. Et collection, c'est simplement des bibliothèques d'images pour compléter les images de base qu'on a dans Trend Controller, en sachant qu'on peut très bien créer ces images de locomotives, d'icônes de feu et compagnie soi-même. Pour les modules digitaux, donc on a utilisé, on a pris une partie des fournisseurs, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais il fallait principalement trouver des décodeurs pour piloter nos aiguillages et les rétrosignalisations. Donc on a regardé Uhlenbrock, bien sûr, la même chose que la centrale. À l'époque, si je ne m'abuse, tout était alimenté en digital. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était une alimentation des décodeurs d'aiguillage, en tout cas, qui soient séparés, que la puissance pour piloter les moteurs soit une alimentation à part, alternative ou continue, et qu'on ait la partie digitale qui soit uniquement pour venir piloter notre décodeur. ESU, bien sûr, qui a des décodeurs d'aiguillage qui fonctionnent très bien, c'est ce que j'ai choisi personnellement sur ma maquette. On a aussi la séparation d'alimentation. Pour ESU et Uhlenbrock au niveau des rétrosignalisations, donc ça passe par le bus EcoSlink pour ESU ou Loconet pour Uhlenbrock et ça passe au travers de la centrale. Donc c'est des solutions au niveau rétrosignalisation qui vont ralentir, à mon avis, les stations digitales. Donc sur une grande maquette, c'est peut-être pas la solution d'utiliser les rétrosignalisations de ces fournisseurs. Pour ma part, avec mon Ecos sur ma petite maquette, j'ai choisi quand même d'utiliser de l'ESU. Mais comme j'ai aussi une rétrosignalisation par canton, ben ça me fait non plus pas des masses de signaux à traiter. Ensuite, il y a VSDM, donc une société où plusieurs clubs suisses sont membres. Ils ont développé un système de rétrosignalisation qui va directement au PC, donc c'est pile ce qu'on a besoin, avec des modules 16 entrées disponibles. Et ensuite, Litvinsky, qui ont des modules qui sont relativement utilisés et stables pour les rétrosignalisations, avec également un répartiteur qui est lié directement au PC. Donc bien sûr, c'est cette solution qu'on a choisie, du moins pour tout ce qui est décodeur d'aiguillage, rétrosignalisation et aussi une partie de décodeur Harley pour pouvoir piloter des animations ou d'autres choses. Si on prend les rétrosignalisations, donc on a ici le HSI USB, donc c'est bien le module qui nous permettra de se lier au PC, comme ceci, comme on a vu dans la première image au tout début de la présentation. On est relié au PC, on installe un petit driver qui nous permet de créer cette communication. Et ensuite, on a ici les sorties. On a choisi aussi de mettre un adaptateur RJ45. Comme ça, on a simplement des câbles RJ45 qui vont après d'un module de 16 rétrosignalisations à un autre. Si on regarde un peu, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a notre répartiteur avec 3 branches qui partent de chaque côté. Et les décodeurs, en fait, ils s'auto-adressent en fonction du branchement. Donc, on a ici la branche de gauche, par exemple. On a le module 1, le module 2 et le module 3. Branche du milieu, module 1, module 2, module 3. Et on a choisi des rétrosignalisations 16 entrées en pont de masse avec optocoupleur pour éviter les drames électroniques.
Au niveau du bloc de rétrosignalisation 16 sorties, donc c'est ceci avec soit le câblage en RJ45 ou soit le câblage avec ici le câble S88. Donc en pont de masse, c'est comme ceci. On a ici, par rapport au centre de la voie, une référence pour les optocoupleurs qui vient une fois pour les 16 sorties. Et ensuite, on coupe nos sections ici. Et pour chaque section, chaque canton, on va venir ici sur une entrée de rétrosignalisation. On a aussi émis l'idée à l'époque de mettre quelques entrées avec le Raycom. Pas mal de décodeurs, notamment les décodeurs ESU, ont ce protocole en natif. À quoi ça peut servir? Ça pourrait servir du fait que quand on veut mettre une locomotive sur le réseau, on doit toujours au niveau de train contrôleur déclarer quelle locomotive on a mis à l'endroit où elle a été détectée. Avec le Raycom, on pourrait très bien poser une locomotive et automatiquement, il va lire l'adresse et trouver quelle locomotive c'est dans la liste. Voilà pour la petite histoire. Alors clairement, on ne trouve pas ce genre de décodeur chez Litvinsky, mais plutôt au niveau ESU ou Uhlenbrock par exemple. Le problème qu'on a, c'est si on veut évoluer au niveau de la maquette, comme les décodeurs de rétrosignalisation, les modules de rétrosignalisation s'auto-adressent en fonction du branchement. Si on veut évoluer après, eh ben, tout se décale. Donc ici, on a cet élément DSW88 qui permet de faire un aiguillage de données. Ça fonctionne comme ceci. Donc on a notre répartiteur ici lié à notre PC. On part avec une branche. Et lorsqu'on arrive ici sur le répartiteur, on peut repartir avec une branche ici à gauche et une autre branche ici à droite. Pardon. Même chose ici avec du matériel Litvinsky. Et ici, dans notre DSW, en fait, on a un potentiomètre qui permet de pré-réserver un certain nombre d'adresses. Donc c'est clair que le répartiteur ici a un nombre limité, mais qui est déjà relativement grand. Et si par exemple ici je mets 5 pour la branche de gauche, on aura ici le module 1, 2. Ensuite on a 3, 4, 5 en réserve. Et celui qui va venir ici, ça sera le 6. Donc on a les 5 premières adresses qui sont réservées pour ce côté. Et ici on va commencer 6, 7, etc. De ce fait, si à un moment donné sur notre maquette, vu qu'on peut étendre ces décodeurs à l'autre bout de la maquette, ben on pourrait très bien ici rajouter un module sans que tout ça, ça se décale de X adresses. Au niveau des décodeurs d'aiguillage, on a choisi donc le MDEC DCC parce que nous avons on avait déjà sur la maquette des moteurs d'aiguillage type Fulgurex ou Lemaco, donc motorisés. Donc on avait besoin de ce type de décodeur en DCC. Et le branchement, ben, c'est celui-ci. Nous avons ici la puissance pour les moteurs, donc un transformateur de 24 volts continu. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Et ici, notre digital de commande qui permet de venir piloter nos 4 sorties d'aiguillage. Donc, c'est toujours comme ça. Hein. On a un petit bouton ici qui permet de faire l'apprentissage de l'adresse du décodeur. Et ensuite, c'est toujours l'adresse qui va correspondre au premier moteur. Et ensuite, les autres vont s'incrémenter l'un derrière l'autre. Donc, si on définit qu'ici, notre adresse, c'est 1, on aura 2, 3, 4. Si on définit que c'est 5, on aura 5, 6, 7, 8. Au niveau de l'implémentation électrique, il y a des petites choses à faire attention. Alors, j'ai pas franchement eu de problème, mais j'ai déjà entendu pas mal de monde en avoir. Si on veut bien, ici, on a le schéma de notre local, avec en noir ici notre maquette et un couloir libre au milieu ici. Et on a décidé en fait de mettre 4 panneaux électriques, si on veut bien, avec chacun des alimentations continues, des alimentations alternatives et
on a mis pour cette partie ici toutes les rétrosignalisations sur ce panneau, la partie centrale sur ce panneau, la partie ici sur ce panneau et le reste sur ce panneau. Comme ça, on va un peu centraliser tout ce qui est décodeur de moteur d'aiguillage et tout ce qui est rétrosignalisation. Et ensuite, pour passer d'un panneau à l'autre, on a créé des canaux de câbles où tout passe dedans. Donc que ce soit le câble RJ45 pour lier les modules de rétro, les alimentations digitales qui partent du panneau central parce que c'est ici qu'on a notre centrale digitale, etc., etc. Et pour éviter tout problème, on a fait un canal un peu spécifique. Donc on peut faire ça bien sûr autrement et sûrement mieux. On a simplement mis ici une latte avec d'un côté un canon à lamelles et de l'autre côté un double canal. Et dans ce canot ici à lamelles, on va passer uniquement les rétrosignalisations, donc tout ce qui est le fil de détection du rail jusqu'au décodeur de rétro. Ensuite ici, tout ce qui est câble RJ45 pour passer d'un élément de rétrosignalisation à un autre. Et en dessous, tout ce qui est lumière, courant digital de traction, courant digital de commande, les aiguillages, etc., etc. Donc ici, un petit conseil auquel il faut faire un petit peu attention, c'est de ne pas mélanger tout ce qui est alimentation alternative et digitale avec les fils de rétrosignalisation. Ça, c'est juste pour mettre toutes les chances de son côté et pas avoir des rétrosignalisations qui clignotent à tout moment. Donc ici, on avait un réseau qui était déjà fait, donc pas prévu et pas coupé pour automatiser. Donc on a dû faire des coupures après coup, donc pas toujours évident à certains endroits. Et où on a pu mettre des contacts de masse, on a utilisé les contacts de masse ici, Märklin. Et où on n'a pas pu, on a simplement soudé sur les éclisses pour ensuite aller sur les entrées des modules de rétrosignalisation. Au niveau des rétrosignalisations, j'en ai parlé un petit peu, il y a deux principes. Donc j'ai parlé de une rétrosignalisation ou trois, ou même deux si on le souhaite. Donc si je prends l'exemple ici au niveau du principe électrique, si on a une rétro par canton, on va bien sûr couper. Dans notre cas, on a de la masse ou de la détection en courant, hein, c'est égal. Il faudra isoler à deux endroits et ensuite aller sur notre entrée de détection. Si on utilise 3 rétrosignalisations par canton, donc on aura 4 coupures. On aura une première coupure pour une rétro. Ensuite, une troisième coupure pour la deuxième rétro. Et la quatrième coupure pour la troisième rétro. Et ceci, c'est toujours le même canton, seulement qu'une fois, on a une détection qui va détecter le train sur notre canton. Et la seconde fois, où on a 3 capteurs qui permettent de détecter notre train. Donc là, c'est clair, on a un coût, mais on a une petite sécurité au niveau des freinages et de la distance de freinage si on n'est pas totalement propre avec nos profils de vitesse. Et c'est clair qu'avec cette variante ici, une rétro, on ne coupe pas au profil avancé. Au niveau des principes électriques, on a aussi posé quelques conventions. Après, ça c'est personnel, on n'est pas du tout dans des normes, mais on a défini par exemple le courant de traction, c'est rouge-brun en 1,5 carré. Et le courant digital de commande, c'est violet-orange en 0,75. Les rétros, c'est du 0,25 en vert, du noir, du blanc, du gris. Enfin, c'est simplement pouvoir se repérer. Quand on voit un fil de couleur, on sait ce que c'est. Ça peut aider parce que c'est vrai que le digital, on dit toujours, c'est 2 fils. Pardon, ici, c'est 2 fils. Mais c'est pas totalement vrai, donc ça aide d'avoir un petit code couleur. Ensuite, un tableau imbuvable. Ce qu'on a aussi défini, c'est que chaque élément qu'on a mis sur les panneaux électriques ou sur la maquette, on a donné une dénomination qui nous permet de retrouver qu'est-ce que c'est comme élément, quelle adresse il est, et puis sur quel bus ou quelle position du bus il est.
Donc j'en aurais terminé, donc ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Pour ceux qui arrivent jusqu'au bout, ben, c'est que c'était intéressant. Donc je le répète, c'est une réflexion. C'est ce que j'ai utilisé moi pour automatiser 2 maquettes. Des automatisations qui sont pas mal déroulées. Donc en conclusion, on a une sécurité de roulement et une automatisation qui est possible. Et après, une fois qu'on a mis en place tout ce qui est électrique, le câblage, les décodeurs et que tout ça fonctionne, parce que le principal problème, c'est le hardware, c'est d'avoir des bonnes rétrosignalisations, des bons décodeurs qui fonctionnent bien, des bons moteurs d'aiguillage qui fonctionnent bien. Souvent, le problème, il se joue là. Et une fois qu'on a ceci, eh ben, les possibilités au niveau du logiciel, elles sont presque infinies. Et une fois qu'on a bien posé ceci, qu'on a bien fait notre câblage, qu'on a bien monté tout ça, eh ben, tout ce qui est modification, souvent, c'est uniquement de la configuration et de la programmation au niveau de train controller. Le logiciel, comme vous l'avez compris, il est extrêmement puissant et flexible, presque trop parfois. Toute évolution est possible. Si on rajoute des voies à un endroit, qu'on a besoin de rétrosignalisation, on n'a pas de réserve, on rajoute un module, on le paramètre et ça fonctionne. N'oubliez pas le petit aiguillage de données pour les rétros, il faut le prévoir, sinon on va être embêté. Après, le travail, c'est uniquement de redéfinir d'un train controller au niveau des cantons à quelle adresse et quelle rétrosignalisation. Après, ça, voilà, c'est pas un grand travail en soi, mais ça peut être ennuyant. Le logiciel au niveau des fonctions de base est quand même relativement facile à utiliser. Il y a pas mal de tutoriels qui aident énormément. Donc de dessiner un TCO, de brancher un aiguillage, de configurer un aiguillage, ça va très rapidement. Le logiciel est en permanence en développement, donc on peut profiter en permanence de corrections de bugs, de nouvelles fonctionnalités, malheureusement qu'il faut payer, mais c'est clair qu'il y a aussi des gens qui travaillent là derrière, donc c'est clair qu'il faut que ça soit rémunéré. Rien ne vaut de petits tests. Durant toutes ces réflexions au niveau des essais, j'ai monté un petit réseau de tests avec quelques aiguillages, quelques voies, quelques rétrosignalisations. J'ai testé plusieurs décodeurs d'aiguillage, plusieurs décodeurs de rétrosignalisation pour voir qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce qui fonctionnait bien, pas bien. Beaucoup de documentation, beaucoup de forums, mais il faut pouvoir toucher. Et Train Controller le permet avec la version de démo qui permet de faire beaucoup de choses en simulation et en démonstration réelle puisqu'on a 15 minutes de connexion avec la centrale, ce qui nous permet de faire déjà pas mal d'essais. Le câblage est quand même plus simple, on le voit, on transporte 16, 32 ou même plus de rétrosignalisation dans un câble RJ45. Donc c'est relativement intéressant. J'ai pas parlé de signalisation ici, mais c'est également aussi très intéressant parce qu'on met un décodeur de signaux près des signaux, on tire les fils uniquement jusqu'au décodeur et ensuite eh ben, on a nos 2 fils d'alimentation et nos 2 fils de commande digitale qui permettent de retourner à la centrale. Au niveau signalisation, ce qu'on a choisi c'est QDécodeur. J'ai essayé les décodeurs de signaux Litvinsky, j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo, c'est quelque chose qui ne m'a pas convaincu. Ça devient relativement onéreux par rapport à ce qu'on peut faire avec, à mon avis, et ce que j'ai pu en tester. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur QDécodeur, qui est onéreux aussi, mais qui fonctionne bien. Le petit bémol, c'est quand on va avancer, il faut prendre l'expérience, il ne faut pas avoir peur de faire des profils de vitesse et de faire des essais, de changer des paramètres et de voir comment ça réagit. Il n'y a que en utilisant qu'on va prendre l'expérience. Les premiers profils de vitesse se passent pas toujours bien et au fur et à mesure qu'on a de nouvelles locomotives avec de nouveaux décodeurs, on recommence l'apprentissage parce qu'il y a plein de petits paramètres, de petits CV cachés dans les décodeurs qui faussent des fois un petit peu les distances de freinage de train controller. Maintenant, c'est clair qu'au niveau prix, on a un logiciel qui est relativement onéreux, on a une électronique qui coûte aussi quelque chose.
Donc c'est pas évident de s'y mettre forcément par rapport à ça. Mais on peut très bien aussi commencer sur une petite partie du réseau, d'automatiser juste une boucle ou juste une partie et ensuite de faire le reste. Voilà, 45 minutes, je pensais pas faire autant. Merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. C'est ce que je voulais partager ici, de faire une fois une vidéo de ma réflexion pour automatiser une maquette qui n'a pas forcément été prévue depuis le début. Et j'espère que ça pourra vous être utile et que vous tombiez pas dans certains petits pièges que le digital et les logiciels de gestion nous tendent. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir, bye bye.